Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui se passionne pour le numérique mais qui questionne aussi ses implications. Alors on va commencer avec un grand plaisir. On va parler d'une jeune start-up, une pépite française dans le secteur de l'automobile mais qui apporte une techno que l'on interrogera également. Ce sera le sujet de l'interview avec Nicolas Vera de Core4Tech dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous sommes jeudi, on va débriefer des grandes actus de la semaine. Il y en a beaucoup, notamment l'annonce de 10 000 emplois en Europe par Facebook pour créer un nouveau monde totalement virtuel. On parlera aussi des nouveaux produits chez Google et encore chez Apple. Et puis de ce qu'on attend du CES qui va reprendre et ouvrir ses portes à Las Vegas puisqu'on a eu déjà un pré-CES à Paris cette semaine. Et on retrouvera enfin notre rendez-vous avec le mobile business. On parlera de ce mobile justement, est-il en train de devenir une drogue? Et on conclura par une innovation robotique pour demain. Mais tout de suite donc, place à l'interview. Alors c'est toujours un plaisir d'ouvrir Smart Tech avec une belle histoire, une entreprise tech lilloise qui vient d'annoncer une levée de fonds de 3,5 millions d'euros. Elle est à l'origine d'une technologie unique contre l'endormissement au volant. Bonjour Nicolas Vera. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes président de Core4Tech et votre technologie contre l'endormissement au volant a été développée avec une équipe de chercheurs du centre hospitalier de Lille. C'est un système de détection donc de signaux qui montre qu'on entre dans des états de somnolence. Comment ça fonctionne? Donc Core4Tech, c'est la première solution de prévention de l'endormissement au volant. On va détecter les signes de l'endormissement jusqu'à 15-20 minutes avant les signes visibles. On le fait grâce au cœur et aux variations du cœur qu'on va capter grâce à un bracelet comme celui-ci. Nous, notre savoir-faire, il est dans l'exploitation, dans le logiciel. On va recevoir ces informations brutes et on va les transformer en informations utiles de niveau d'endormissement, du plein éveil jusqu'aux phases très avancées de sommeil. Donc l'indicateur physiologique que vous observez, c'est le rythme cardiaque ? C'est la variation du cœur, son évolution dans le temps entre les battements et son évolution dans le temps qui va être très spécifique et marqué du phénomène de la somnolence en conduite. Et il n'y a pas de confusion possible avec un autre état? Alors pas celui de la somnolence? Donc la somnolence, en fait, c'est finalement un état avancé de fatigue. Donc ça fait bien partie de tout notre process. Et on bénéficie des 20 ans de recherche du Centre hospitalier de Lille, spécialisé sur ces questions, qui nous a permis finalement de rendre très spécifique à notre utilisation ces informations très riches. Très bien. Bon, alors, quand vous parlez de détection très précoce, c'est-à-dire de combien avant l'endormissement au volant, vous êtes capable de détecter ces premiers signes de fatigue? Donc on arrive à détecter les signes 15 à 20 minutes avant une fatigue trop avancée pour conduire. Donc on ne parle pas... C'est-à-dire les yeux qui se ferment vraiment? Exactement, les yeux. Alors chacun en fait va être différent. Quand on regarde les signes physiques, tout le monde va être différent. C'est aussi l'intérêt de notre technologie, c'est d'être universel. Si vous regardez quelqu'un, il peut ou fermer les yeux, ou bouger dans tous les sens, ou ne pas bouger. Donc c'est très difficile par exemple pour une caméra d'être universelle, alors que nous finalement c'est l'ordre du cerveau qui passe par le cœur vers l'ensemble de l'organisme. Et donc, cette deep tech nous rend unique au monde et nous rend universel. Donc 15 minutes avant qu'on rentre dans cette zone rouge de danger, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de sécurité routière, hein, clairement, l'endormissement. C'est effectivement, merci de poser la question, c'est la première cause de mortalité sur autoroute. Donc il est vraiment temps en fait d'agir sur le sujet. On avait l'alcool sur lequel on était capable finalement aujourd'hui de mesurer un niveau d'alcool, bien sûr. Oui. Vous êtes capable de mesurer la vitesse. Mais maintenant on est capable de mesurer le niveau de fatigue. Donc on invite à la fois tous les acteurs privés naturellement, nos clients, les transporteurs, les flottes de route, les flottes de véhicules, et puis les constructeurs automobiles à nous rejoindre dans ce mouvement. C'est bien parti. Mais également tous les je dirais les pouvoirs publics à promouvoir ces technologies pour sauver des vies. Et alors, vous avez besoin justement de l'intervention des constructeurs automobiles pour mettre en place ce dispositif? Parce que vous parliez d'un bracelet, il suffit que l'automobiliste s'en équipe lui-même.
Alors bien sûr, donc il y a aujourd'hui notre focus, il est vraiment sur le B2B pour des raisons finalement en fait de concentration sur les risques. Eh bien, ce sont les plus gros rouleurs, donc c'est notre première priorité. Notre priorité, c'est bien de sauver des vies et c'est la meilleure façon de le faire à court terme, à travers les chauffeurs routiers, à travers les flottes maintenant de plus en plus de commerciaux ou d'agents sur les routes. Mais naturellement, demain, Donc en fait, c'est l'employeur là qu'il faut d'abord convaincre. Alors, il est complètement convaincu et il faut maintenant le mettre en place puisque beaucoup des groupes aujourd'hui ont des politiques RSE qui sont très claires là-dessus. Le dispositif, c'est donc aussi léger que ça, c'est juste un bracelet, besoin de rien d'autre. Il y a besoin de l'application mobile reliée à une source d'information qui va vous donner l'information du cœur. Ça va être un bracelet. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il y a la Commission européenne qui a légiféré en début d'année sur le sujet, rendant obligatoire pour tous les nouveaux modèles de véhicules l'équipement de mesure de l'endormissement et à partir de 2026 sur tout nouveau véhicule, quel que soit le modèle. Et donc ici, bien, on va s'équiper toujours avec notre technologie algorithmique qui n'est plus dans le téléphone portable mais qui va être dans l'ordinateur de bord de la voiture. Et on s'appuie sur des fabricants de capteurs qui sont sans contact, qu'on va pouvoir mettre dans le siège, qu'on va pouvoir mettre dans la ceinture. Ce petit monde de l'électronique avance très très vite. Et, donc ça veut dire que là, on n'aura plus besoin même du bracelet, le dispositif sera directement intégré dans la voiture. Absolument. Donc en fait, on a une gamme de produits qui est assez large entre j'ai une application mobile avec un bracelet, je suis complètement intégré dans le véhicule, et puis une troisième gamme sur laquelle il faudra me réinviter pour qu'on en discute ensemble, puisqu'on signe un partenariat exclusif avec une très grande montre de marque américaine qui va nous permettre de mettre directement notre technologie dans la montre. Dans une montre connectée du marché qui existe déjà, mais dont vous ne nous direz pas le nom si j'ai bien compris. Alors je ne peux pas le faire pas pour tout de suite. Ok. C'est très important à comprendre parce que finalement, on va aller chercher d'autres informations aussi. On va aller chercher l'information de votre sommeil, on va aller chercher l'information du type de route sur lequel vous avez roulé ou encore de la météo, parce que ça permet ensuite de faire des synthèses pour les gestionnaires de route et de comprendre où sont leurs risques et de les anticiper avant même que vous montiez dans votre véhicule. Alors, je le dis assez souvent, hein, Smartech, on se passionne pour la tech, mais on questionne aussi ses implications. Moi, quand ma première réaction, quand je vous entends dire que c'est l'employeur qui va fournir ce dispositif et qui va pouvoir mesurer le nombre de fois où son chauffeur ou sa chauffeuse routier va s'endormir, ça me pose une question de vie privée, de liberté individuelle, de surveillance de l'employé dans son quotidien au travail. Donc évidemment, quand vous allez, tout ça est fait sur le volontariat, donc vous allez agréer à ce programme, vous n'allez pas y agréer en tant que salarié. On a passé beaucoup de temps ça, chez c'est délicat de refuser. Hein. Alors en réalité, la première chose qu'on fait, c'est rencontrer les instances représentatives du personnel. Et jusqu'à présent, on a plutôt été accueillis à bras très ouverts plutôt qu'à bras très fermés, puisque c'est la première fois en fait qu'on va équiper des salariés, non pas pour les traquer ou leur demander plus de productivité, mais plutôt pour les protéger en fait d'un risque qui est celui de l'endormissement. Je précise d'ailleurs qu'on ne prend aucune donnée personnelle médicale. Et qu'il n'y a... Alors le rythme cardiaque, c'est considéré comme étant une donnée de santé. Ce n'est pas le rythme cardiaque qu'on prend, c'est la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire le temps entre deux battements. Donc la seule information dont nous allons disposer, ce sont des millisecondes, et dont l'employeur va disposer, c'est uniquement des indices de niveau de fatigue ou le salarié. Et d'ailleurs, en fait, l'employeur, selon les accords, peut ne pas avoir d'informations individuelles naturellement. Ok, j'imagine que la taille du marché est assez gigantesque, puisque nous parlez d'une réglementation européenne qui va rendre obligatoire cette lutte contre l'endormissement au volant. Vous, votre entreprise, elle est déjà présente sur le marché. À quelle ampleur aujourd'hui ? Alors en fait, fin 2022, on aura entre 12 et 15 000 véhicules équipés, 12 et 15 000 chauffeurs équipés. Oui. En gros, on va passer du millier à la dizaine de milliers. On a également un accord sur 3 ans de développement avec un grand équipementier automobile qui vont nous permettre justement de rentrer dans cette législation et d'être présents dans les véhicules dès 2024, on espère même un petit peu 2023, nativement à la construction de ce véhicule, absolument. Ça veut dire quand même que c'est allé très vite, c'est une super histoire, hein. Créé en 2015 à Lille, la levée de fonds de 3,5 millions, les objectifs à 15 000 véhicules équipés à très court terme. Vous êtes soutenu aujourd'hui par qui ? Alors on est soutenu en fait par un fonds d'investissement qui s'appelle Supernova Invest, qui est issu du CEA, et puis on est soutenu par nos actionnaires historiques, de nouveaux BA qui sont rentrés, spécialistes du véhicule connecté, et puis on est aussi soutenu par l'État à travers France Relance, le plan de France Relance. Évidemment, il y a un lien direct. Donc les business angels, fonds d'investissement, tout ça c'est français aujourd'hui ? Alors l'essentiel est français, absolument. On est très, très français, très européen aujourd'hui, ce qui a
beaucoup de sens en fait, puisque les marchés européens sont des marchés qui sont à la fois à risque sur l'endormissement au volant, qui sont à la fois très développés en termes de transport. Naturellement, quand on va parler ensuite aux équipementiers automobiles, ils sont ni européens ni américains, ils sont globaux. Donc là, on dépasse et ce cadre explose complètement. Merci beaucoup Nicolas Vera, merci de nous avoir parlé de cette technologie qui va débarquer quoi qu'il arrive et bravo pour cette belle aventure entrepreneuriale. Nicolas Vera, donc président de Core4Tech qui était dans Smart Tech. C'est l'heure de notre débrief hebdo sur l'actu de la semaine. Avec moi, commenter ce qui agite la tech, un binôme que vous connaissez désormais très bien, le disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella, et le testeur Romain Heuillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine? Beaucoup de conférences finalement de ces grands acteurs de la tech. On va commencer par Google, Romain. Oui. C'est une rentrée très dense, effectivement. Il y a eu beaucoup de conférences et beaucoup de produits lancés ces derniers temps. Google, donc beaucoup de travail pour nous. Hein. Ouais. Google ont annoncé leur nouveau smartphone Pixel, les Pixel 6 et 6 Pro. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils font un petit peu du Apple. En fait, pour la première fois, c'est une puce maison qui est embarquée dans ces téléphones-là. Alors, elle n'est pas aussi maison que chez Apple, puisqu'en fait, c'est un assemblage de composants qui peuvent exister dans d'autres marques. Il y a des rumeurs sur le fait que ce soit Samsung en fait, qui ait conçu une bonne partie de la puce. Mais en tout cas, il y a une partie dédiée à l'intelligence artificielle qui est très performante, beaucoup plus qu'autrefois. Et le gros intérêt de ces smartphones-là, c'est qu'on sait que Google est dans une tourmente autour de la vie privée, etc. Depuis un petit bout de temps. Enfin, c'est un sujet récurrent autour d'eux. Et donc là, ils mettent aussi un fort accent sur la vie privée, donc de nouveau comme Apple. Et grâce en fait à cette puce d'intelligence artificielle, ils peuvent faire beaucoup de traitements sur le téléphone, donc sans envoyer les données. Sans faire sortir les données. Voilà. On parlait de précédentes éditions de Edge Computing, là on est un peu là-dedans. Et donc ils font reconnaissance vocale sur le téléphone, on peut faire de la traduction en temps réel sur le téléphone. Il y a une fonction que je trouve vraiment absolument géniale, c'est quand vous appelez un service public et que vous avez un serveur vocal qui vous donne tout un menu, qui vous parle pendant des heures avant que vous ayez un humain au téléphone. Au lieu d'être combiné à l'oreille, ça s'affiche du coup grâce à cette fonction sur l'écran. Vous avez en fait le serveur vocal est transformé en chat. Et quand vous avez différents choix, appuyez sur 1 pour faire ceci, 2, etc., vous appuyez sur l'écran et le téléphone vous prévient quand il y a vraiment quelqu'un au bout du fil. Génial, essentiel, je dirais même, c'est vrai, c'est une super idée. Alors, la comparaison avec Apple, c'est vrai aussi du côté de l'OS, puisque finalement, qu'est-ce que c'est un Pixel? C'est un smartphone produit par Google avec un système d'exploitation Google, donc on est 100% dans son écosystème. Et là, Android 12, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Est-ce que vous pouvez nous en dire Moi, je l'ai j'ai un Pixel 4 pour le moment et j'ai testé la bêta tout le long. Là, sur Android 12, ils mettent vachement l'accent sur la nouvelle interface Material You qui s'adapte en fait. Enfin, les couleurs s'adaptent un petit peu dans toutes les applications. J'ai pas relevé, c'est une mise à jour itérative. J'ai pas relevé spécialement de grosses révolutions sur cet OS. Voilà, ça évolue, ça avance bien. Et on reste en revanche sur des prix un peu plus bas que ceux d'Apple. Hein. Oui, c'est ça. C'est une grande force. Les smartphones maison Google, depuis toujours, ont toujours été assez compétitifs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les tarifs restent très raisonnables. 650 € pour le Pixel 6 et 900 €, je crois, pour le Pixel 6 Pro. Et c'est des tarifs qui sont, enfin, pour le niveau de gamme, ils sont montés en gamme par rapport aux précédents modèles. Et pour le niveau de gamme auquel ils sont très compétitifs. Pour vous, c'est comparable avec un iPhone? En termes de performance, oui. Et puis, j'ai pas parlé de la photo, mais l'appareil photo, ils ont mis, comme d'habitude, un fort accent sur la photo. Et côté Android, ils sont dans le top 3 ou le top 5 des meilleurs en photo. Et oui, tout à fait, ouais. Ok. Un mot, Alain, sur les annonces Google? Ouais, c'est un beau sujet de potentiel virage. C'est-à-dire qu'entre autres, tu parlais aussi de Snapchat sur le téléphone. En fait, quand on est Google, on est horizontal. C'est-à-dire qu'on a un Android, on veut que toute la Terre entière fabrique des Android. Bon. Et puis ils se sont dit, on y va nous aussi. Et le problème, c'est que quand vous voulez un truc standard, c'est pas aussi bien que si c'est un truc que pour vous. Et typiquement, Snapchat, vous avez un vrai problème autour de la qualité des photos sorties. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande disparité des vrais téléphones et Android ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Donc Google, il sort son Google, c'est lui-même qui fait Android. Son Pixel, donc dans son Pixel, donc il est capable d'aller un peu plus loin. Et puis il met sa puce. Donc effectivement, il commence à faire l'intégration verticale. Ce qui pose la question de...
Moi, si je suis Samsung, est-ce que j'achète l'OS d'Android de Google, sachant que le même Google me sort un téléphone concurrent qui peut-être un jour fera mieux que moi parce qu'il a Android. Alors, c'est pas nouveau, ça, cette stratégie chez Google, hein, les 100% Google. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est effectivement d'aller jusqu'à la puce, mais... Oui, voilà. Et puis, si on compare avec les Chromebooks, effectivement, mais le sujet est un peu différent parce que Chromebook, c'est j'achète du cloud plutôt qu'acheter un PC. Donc, il y a un vrai nouveau paradigme. Ici, je reste dans le téléphone, mais je me dis, tiens, je commence à marquer des points forts moi-même et tant pis pour la concurrence. C'est l'éternel débat entre est-ce que je me mets dans une position où j'offre un service à tout le monde ou je me mets dans une position où je vends le service concurrent de mes clients. Ça permet de ne pas avoir de surcouche logicielle, hein, de prendre un Google Pixel sur Android et puis d'avoir des smartphones à jour. Pour moi, je trouve que c'est ça l'avantage principal. On continue avec Apple. Donc Apple avait déjà annoncé la partie smartphone. Là, on est plus sur la partie Mac. Romain. Oui, seulement un mois plus tard, il y a une nouvelle conférence. Et à mes yeux, on ne l'attendait pas aussitôt. Hein. Non, c'est vrai. C'est venu un petit peu rapidement comme ça. À mes yeux, on a eu droit à l'annonce la plus révolutionnaire d'Apple depuis peut-être l'iPhone. On a eu un avant-goût il y a un an avec les premiers MacBook Air et iMac, etc. à puce Apple, les premiers avec des puces. J'allais dire, la vraie révolution n'est pas si ancienne que ça. C'était l'arrivée des puces. C'était une mise en bouche, je trouve, il y a un an. Et là, on voit vraiment la quintessence de ce qu'Apple est capable de faire. Les MacBook Air et autres, les premières puces Apple M1 il y a un an. C'était vraiment l'efficience énergétique, le rapport performance-consommation qui était très bon. Mais là, on nous montre, avec les nouveaux MacBook Pro et donc les nouvelles puces qu'ils intègrent, M1 Pro et M1 Max, que en fait, Apple a la capacité de concurrencer le marché PC jusqu'au très haut de gamme, en tout cas le marché du PC portable, puisque avec la puce M1 Max, on a des performances qui sont quasi similaires à ce qui se fait de mieux en termes de performance graphique sur des PC de jeux qui sont hyper épais, hyper lourds. Ouais. À des tarifs en plus qui sont relativement compétitifs justement par rapport à ce qu'on trouve côté PC. Parce que là, on a vu donc deux nouveaux MacBook Pro sortir, un 14 et un 16 pouces. C'est ça. En fait, le produit, c'est des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont vraiment destinés aux pros parce que les performances sont très élevées et les tarifs aussi sont à partir de 2 250 €. Et la vraie nouveauté de ces produits-là, c'est leur puce, donc du coup, M1 Pro et Max, qui sont vraiment très performantes. En fait, avec la puce M1 Max, on est quasiment à un niveau de performance de PlayStation 5, donc une console de dernière génération, et de PC portable parmi les plus performants sur le marché. Donc très impressionnant. Ok, très impressionné, Romain. Ça, pour le coup, c'est de l'intégration verticale. C'est-à-dire que comme je maîtrise mon produit fini, je mets dans mon chip ce que je veux. C'est très difficile pour un chip maker, un fabricant de chips, de dire je mets le GPU, le GRU et plein de mémoire et plein de cœur dans la même puce parce qu'est-ce qu'il y aura un marché. Apple a un marché suffisamment grand pour le faire pour lui-même. Effectivement, comme dit Romain, on est au-delà des performances attendues. Donc c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la carte graphique, Nvidia a des questions à se poser, comme Radeon, comme tous, hein, parce que c'est que la génération 2, comme tu dis, hein, on peut imaginer que ça ne va pas s'arrêter d'évoluer. Au passage, ils sont en techno 5 nano, là où Intel est encore à 10, on en parlait une fois précédente. C'est comme ça qu'on consomme beaucoup moins. Aussi, ouais. Autre annonce chez Apple, c'est des nouveaux AirPods 3. Il y a eu deux autres annonces, des AirPods 3 qui sont en fait des AirPods Pro sans la réduction de bruit, qui sont à 200 €, alors que les AirPods Pro sont en prix public à 280 €. Donc c'est une proposition assez intéressante. C'est avec un son spatialisé. Oui, on retrouve les fonctions habituelles. Plus d'autonomie. Qu'est-ce qu'on peut dire? macOS aussi, il y a la disponibilité du nouvel OS pour les Mac qui sort le 25 octobre. Et on a eu une petite annonce côté musique. Alors moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Un nouveau forfait qui s'appelle Apple Music Voice à 5 € par mois, alors que l'autre forfait est à 10 € par mois. Où en fait, on a seulement accès, on peut accéder au catalogue Apple Music seulement par la voix, donc via Siri. Donc on peut demander... joue-moi le dernier album de The Weeknd. Ça, personne n'avait vu venir quand même. Non, c'est vrai. C'est une idée assez originale. Oui, tout à fait. Et c'est un produit d'appel, pourquoi pas. Pour des gens qui écoutent de toute façon que des playlists, par exemple, et qui vont pas écouter, qui vont pas avoir besoin d'un accès visuel pour choisir tel morceau de tel album, ça peut être intéressant. Ça peut être une découverte aussi du catalogue d'Apple Music à travers cette offre. Tout à fait. Alain, là, c'est aussi un modèle assez étonnant économiquement, de se dire finalement, tiens, on réinvente Apple Music à travers mon assistant vocal Siri. Oui. Non, en fait, l'interface utilisateur, la UX, l'expérience utilisateur est de plus en plus une partie intégrante du produit.
Et c'est un exemple, mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on pense produit, il va falloir penser expérience utilisateur avant même le bénéfice produit. C'est quand même un peu la marque de fabrique d'Apple, ça. Oui. L'expérience Ouais. produit. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce cas d'usage différent de ce qu'on trouve dans la concurrence. Parce que... un service qui ne fonctionne qu'à la voix, je n'ai pas d'autres exemples. Et c'est assez amusant qu'Apple le fasse parce que Siri n'est pas le meilleur assistant vocal du marché. Ça, c'est vrai aussi, oui. Alors peut-être qu'il va le faire grandir. Peut-être, ouais. Mais alors, ils mettent aussi vachement en avant le côté éditorial, le fait qu'ils préparent des playlists hyper chiadées, etc. Donc, bon, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être aussi une façon de pousser les utilisateurs d'iPhone à utiliser Siri, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait au quotidien activé. Ouais. Bon, alors, Alain Staron, vous, votre semaine était prise par le CES qui va rouvrir ses portes à Las Vegas début janvier. Absolument. Et donc, Gary Shapiro, comme tous les ans, vient à Paris. Il a une affinité pour Paris, la France, l'Amérique, la France, premier pays à avoir reconnu les États-Unis, etc., etc. Donc, il la joue un peu avec les violons. Et donc, ça s'appelle le CES Unveiled Paris. Voilà. Mardi, il faisait au Palais Brognard CES Unveiled, c'est-à-dire qu'il nous racontait en avant-première, alors pas ce qu'on allait voir, parce qu'il faut quand même qu'on y aille. Oui. Mais en gros, d'une part, des tendances qu'il voit déjà à travers les nouvelles inscriptions, d'autre part, des tendances du marché. Et puis un peu un état des lieux d'où il en est, et puis en invitant des gens comme Cédrico et des gens comme ça. Bon. Un seul mot, en fait, si on voulait résumer le CES qui nous attend en 2022, durabilité, sustainability. Si on regarde, j'ai regardé les nominés français aux awards, 10 sur 16 sont durabilité. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc là, ça veut dire que la tech, toute l'industrie technologique et du numérique essaye de s'acheter une bonne conduite. Hein. Alors, il y a d'une part, je m'achète une bonne conduite parce que je suis green, et d'autre part, je fais du green. C'est-à-dire quand je fais un robot qui aide à désherber... je participe. C'est vraiment un truc qui va améliorer l'agriculture. Ouais. Dans les nouvelles tendances, les nouvelles catégories, ils ont ajouté food tech. Donc on avait vu Impossible Pork l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est tout ce qui est burger et viande à base de... Sans viande. Végétarienne. Donc c'est devenu une catégorie à part entière. Digital Health est aussi devenu une catégorie. La santé digitale, on en voyait quand même beaucoup. Et ça prend des proportions tellement fortes que maintenant la santé numérique est un vrai sujet. C'est un débat qu'on va avoir nous en France. La santé numérique, c'est surtout pour prévenir. Et on sait très bien qu'en France, comme les soins sont gratuits, prévenir, on s'en moque un peu. C'est un autre débat qui m'anime assez... on s'en moque un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu extrême comme conclusion. Non, j'ai un ami qui a fermé sa boîte parce qu'il n'avait pas de clients, parce que les gens ne voulaient pas. Donc, Digital Health, Food, Space Tech. Alors voilà. Alors ça, je pense qu'il surfe un peu sur la mode. Il y a donc toute maintenant une catégorie sur qu'est-ce qu'on peut faire comme business dans l'espace. Je ne connais pas beaucoup de candidats, mais voilà. Donc, il a un vrai sujet autour de ça. Et puis après... Et on a parlé de l'automobile ou pas? Est-ce qu'on va avoir... On a à nouveau la CEO de GM qui va faire la keynote, enfin une keynote. On aura aussi, le patron d'Abbott, les tests anti-Covid. Donc, il se met bien dans l'air du temps. Sa thématique sur la mobilité, c'est très la logistique du 21e siècle. Donc les camions autonomes, les machins, des choses pour améliorer un peu tout ce qui est logistique. Donc moins B2C, beaucoup plus pour les flottes d'entreprises. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors néanmoins, on aura tous les stands des grands et on aura y compris le stand de Waymo. Je ne suis pas sûr qu'il était là à la fois de Google. Oui, Waymo, donc c'est des taxis autonomes de Google qui opèrent maintenant dans plein de villes. Ils sont dans plusieurs villes, quoi. Donc voilà. Petit focus sur l'industrie, parce que quand même, qu'est-ce qu'on vit au quotidien. Donc, le gros sujet des composants, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de composants, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de CIS. C'est très simple. Alors voilà, la situation, l'avis des experts du secteur, c'est on va encore souffrir pendant 2 ans, jusqu'à fin 2023. Ce qui pose un vrai problème de pérennité pour des startups, voilà, sachant que ça touche les coûts des composants, la livraison, donc les coûts de livraison sont exponentiels, et donc ça pose un vrai problème sur l'avenir des startups. Et dans le même temps, il a eu 1800 demandes de candidats pour avoir gagné un prix d'innovation. 1800, c'est le record absolu, jamais lu ça. Il a un record absolu du nombre de pays qui seront présentés, donc tout va plutôt bien. Et les Français, on a des infos là-dessus, sur la délégation française? Les Français, en 2019, on était la numéro 1 en nombre de délégations. En 2020, on était les numéro 1 en nombre d'awards. En 2022, on va voir. Mais
Non, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, ils nous caressent dans le sens du Et poil. là, à l'Unveil Paris, vous avez vu les startups françaises qui se préparent. Quelques startups, c'est des tout petits stands. Plutôt sur quoi? Il y avait un grande peu tout. thématique qui ressort en ça France. fait un peu fourre-tout. Ouais. Ça fait un peu fourre-tout. Donc après il faut y aller. On n'arrive pas à sortir de ça. Hein. Enfin, c'est un peu moi l'effet que ça me fait à chaque fois que je vais au village French Tech. Il y a de tout. On ne sait pas trop. Là où on est fort et là où on est moins fort, non, on ne sait pas. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, des années, c'était des objets connectés qu'on a vus au CES et qu'on n'a jamais revus après, parce que finalement, il n'y a pas un intérêt. Pourtant, l'écosystème français est quand même passé à un stade beaucoup plus mature. Donc, on a des choses à dire et à montrer. Oui, après, c'est le coup d'après, c'est l'étape d'après, comme on est licorne, etc. Donc, voilà. Donc, ils cherchent à mettre de l'organisation dans tout ça, hein, d'où sustainability, d'où space, d'où transport, d'où food tech, etc. Digital health, on verra si c'est nourri par le contenu, sachant qu'il a avoué benoîtement que nous sommes fin octobre et il a 1100 réservations de stands. Le dernier CIS physique, il y avait 4500 exposants. Donc il est à un quart de son objectif. Donc il y a une petite inquiétude aussi, encore Covid. Bon, il le dit. Ah oui, il y a une vraie inquiétude Covid. Lui, il le dit, le CIS 2022 sera plus petit et il y aura moins de visiteurs. Bon, en même temps, ce sera mieux pour la planète. Et pour les gens qui s'y rendent. Alors j'ai vu que pour les gens qui s'y rendent, on espère qu'on en fera partie. Pourquoi ? Pour y assister, d'ailleurs, il faut avoir une preuve de vaccination, hein, j'ai vu. Et alors ma question, c'est quel vaccin ? Est-ce qu'il faut du Pfizer ? Est-ce qu'AstraZeneca, qui n'est pas américain, notre petit passeport européen ne suffira pas. Est-ce qu'il faut 2 vaccinations ou 3 ou 4 ? Parce que les Américains sont déjà dans la 3e. Bref, on a encore quelques questions à se poser. Allez, on reste de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui vient nous voir chez nous. Alors, c'est Facebook qui annonce 10 000 emplois en Europe à venir pour donner vie au métavers, c'est-à-dire un nouveau monde 100% virtuel. C'est Laurent Soli qui est venu défendre, le PDG de Facebook en France, qui est venu défendre ce projet. Alors, il parle de la création aussi d'un fonds d'investissement de 50 millions de dollars pour travailler à toutes les questions exceptionnelles sur ce que cela va avoir comme impact et imposer dans la vie sociale. Et j'ai envie de dire, et sur l'impact pour la vie privée, puisque si on substitue toute notre vie physique dans le virtuel, on n'a pas fini d'en parler des challenges pour Facebook quant à la protection de notre vie privée, la protection de la société, le bien-être de chacun. Alors, 2 sujets. 10 000 emplois en Europe. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Est-ce que vous savez combien on forme d'ingénieurs en France chaque année ? J'espère un peu plus. 37 000. Ouais. Ça veut dire qu'un quart d'une cohorte d'ingénieurs irait chez Facebook. Alors, c'est sur 5 ans, c'est toute l'Europe, c'est pas que la France, très bien. Mais ça donne l'enjeu, c'est-à-dire qu'après avoir capté l'économie grand public, parce que dans IA, c'est ce que disait Cédrico, l'intelligence artificielle grand public, on a un problème en Europe, c'est qu'on parle trop de langues. Donc on ne sait pas entraîner les modèles, c'est aussi simple que ça. Donc ils sont allés beaucoup plus vite que nous. Donc ils ont capté l'attention, l'audience, donc du coup l'économie. Là, c'est les talents, là. Voilà. Donc les investissements, ça me fait un peu peur quand même, parce qu'ils investissent dans des startups, donc c'est des startups de l'écosystème Facebook. Ouais. C'est pas des startups indépendantes. Et maintenant, c'est les talents. Et si nous, moi, dans ma startup, j'arrive pas à embaucher parce que les gens préfèrent laisser Facebook, ce que je peux comprendre. Avec des salaires qui, à mon avis, seront légèrement plus élevés. Voilà. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce qu'un Français, un ingénieur français ou européen qui travaille pour une boîte américaine, la richesse, elle va où ? Enfin, elle va pas en Europe. Je sais pas où parce que je D'un autre côté, il y a déjà quand même 10 000 salariés aux États-Unis qui travaillent sur ce métaverse. Mais je dis pas le contraire. Mais alors, donc premier sujet, c'est est-ce que on devient, j'allais dire la Chine. La main d'œuvre. La Chine, on l'appelait le pays tournevis. On va être le pays tournevis cerveau, quoi. Là, je pense qu'il y a quand même une vraie question ils veulent séduire l'Europe. Qui va justement réfléchir à la réglementation sur ce nouvel univers qui est un peu particulier. Et je pense il y a aussi toute une tourmente. On sait que Facebook, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Je pense qu'ils annoncent ça en Europe justement pour peut-être séduire et essayer d'influencer la future réglementation en la matière. Et si vous ça va avec les capacités de lobbying aussi de montrer que c'est une source d'emploi potentiel pour l'Europe. Donc attention à pas trop nous mettre des bâtons dans les roues. C'est une erreur. C'est une erreur de perspective. Enfin, c'est pas une source d'emploi, c'est une source d'emploi pour travailler pour des entreprises américaines. Enfin, l'Europe serait folle de considérer ça comme. Alors, effectivement, c'est bien de donner des emplois aux Européens. Je veux pas qu'on ferme tout systématiquement, mais l'ampleur du chiffre pose question.
Et Romain, sur le métaverse? Moi, je trouve ça complètement dystopique. Je trouve qu'on fait déjà bien assez de choses. Facebook, c'est déjà bien assez de choses sur nous. Et là, on parlait de vie privée. Il me paraît évident que ce service-là. Alors, il y a quand même une chose à préciser, c'est qu'ils ont l'air de vouloir faire les choses bien et d'en faire un service décentralisé et interopérable. C'est-à-dire que Facebook pourrait gérer une partie. On sait que Epic est sur le coup, Fortnite, etc. Oui. Mais en termes de vie privée, quand même, à mon avis, ça va rester gratuit. On sait que ça coûte 50 millions de dollars. Donc il va falloir le rentabiliser, ce service. Et donc l'idée, c'est qu'on ait des avatars qui vivent dans cet univers. Et donc ils vont absolument tout savoir. Il reste plus rien de privé du coup. Alors quand même, Facebook dans son communiqué a dit aucune entreprise ne possédera et n'exploitera le métaverse. À elle seule, oui. C'est ça l'idée. C'est ça. Mais on ne sait pas encore à quelle strate veut se mettre Facebook. Facebook sera certainement au moins un point d'entrée, donc un point de passage, capable d'emmagasiner énormément d'informations pour la Facebook société. y croit tellement, c'est tellement important pour eux qu'ils seraient même prêts à changer de nom d'après des informations de The Verge. Merci beaucoup Alain Staron et Romain Heuillard pour vos commentaires sur l'actualité hebdo dans la tech. Juste après la pause, on se retrouve pour parler du mobile, cette nouvelle drogue. Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur Bismart dès 11h chaque matin en direct. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'un robot qui est capable de rapporter les objets que nous avons égarés. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran mobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, ce mobile dont nous parlons ensemble tout le temps, serait-il devenu une drogue ? C'est une bonne question, mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste partager avec vous quelques chiffres qui ont été publiés récemment par Appenny, qui estime que les Français passent aujourd'hui en moyenne 3,6 heures par jour sur leur téléphone mobile. Et c'est un chiffre qui a fortement progressé, plus de 30% au cours des 12 derniers mois, par rapport aux 2,7 heures qui étaient observées l'année dernière pendant la pandémie. C'est plus que les 2,5 heures quotidiennes passées devant la télé. Et les Français sont relativement raisonnables, puisque les Américains, c'est plus de 4 heures, les Coréens du Sud, c'est 5 heures, et les Indonésiens, champions du monde, plus de 5 heures et demie en moyenne chaque jour. Donc c'est quand même un temps d'écran qu'on peut qualifier d'excessif ? Oui, parce que ce sont des moyennes, et chez les adolescents, on peut parfois observer des temps d'écran qui sont de 6, 8, 10 heures par jour, j'ai déjà vu aujourd'hui chez certains d'entre eux, et ça pose évidemment des problèmes d'abord physiques, on peut parler de troubles de la vision, le syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet, ou aussi ce que les Américains appellent le text neck, une nuque qui s'alourdit à force de baisser sa tête sur l'écran de son téléphone mobile. Et au-delà de ces problèmes physiques, également apparaissent des problèmes psychologiques. Il y a un terme qui s'est imposé, qui est la nomophobie, l'angoisse que génère l'absence de téléphone portable, et on a vraiment aujourd'hui des comportements qui s'apparentent à des addictions. Netflix avait publié un documentaire très intéressant derrière nos écrans de fumée qui explique aujourd'hui que les géants de la tech ont recours aux neurosciences pour nous bombarder de sollicitations qui vont générer de la dopamine dans nos cerveaux. Alors ça va être des vidéos divertissantes, des messages ou des jeux vidéo. Et évidemment, quand on arrête ces sollicitations permanentes, on peut avoir un sentiment de stress, voire dans le cas les plus graves, de véritable dépression. Et là, on entre quand même dans une phase de prise de conscience. Alors, ça débute en France, en tout cas, la Fédération française des télécommunications qui réunit les opérateurs et également le gouvernement a lancé le site jeprotégemonenfant.gouv.fr, dont l'objectif est d'être un point d'entrée unique pour les parents qui chercheraient des ressources pour aborder la question du numérique avec leurs parents. On observe également une véritable prise de conscience aux États-Unis depuis quelques semaines avec les déclarations de Frances Haugen, qui est une ex-salariée de Facebook, qui a publié les fameux Facebook Files et qui pointe le caractère addictif de toutes ces plateformes qu'on consomme majoritairement sur téléphone mobile. Des sénateurs américains n'hésitent d'ailleurs pas à comparer les méthodes de Facebook avec les vendeurs de cigarettes qui cherchent à attirer les plus jeunes consommateurs. Et c'est en Chine, je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé, que la prise de conscience a été la plus brutale, puisque le gouvernement chinois a tout simplement décidé d'interdire les jeux vidéo qui sont majoritairement consommés sur mobile chez les mineurs, avec seulement, je crois, 3 heures par semaine le week-end. Et c'est un sujet pour le business, évidemment. Alors, effectivement, ça devient forcément un sujet business, et toutes les grandes plateformes aujourd'hui travaillent sur ces questions-là. Alors, on a vu chez Apple, chez Google, mais également chez Facebook, des applications qui invitent les gens à s'autoréguler en observant leur temps d'écran. Facebook, aujourd'hui, a récemment publié un rapport sur la consommation et sur la santé mentale des utilisateurs d'Instagram, et qui pointe la problématique du body shaming, avec beaucoup d'adolescentes qui ont honte de leur corps à force de regarder des
mannequins sur Instagram. Et on sent clairement que le vent est en train de tourner, que la course au clic est derrière nous et qu'aujourd'hui, ces géants s'engagent dans une politique vraiment de responsabilisation de leurs utilisateurs. Je dirais qu'ils n'ont plus tellement le choix. Après, il va falloir aussi avoir un sujet politique autour de ça. Alors, faute d'autorégulation, on peut effectivement anticiper que ça devienne un sujet politique, voire juridique. Et on peut faire un parallèle avec l'alcool ou la cigarette. On le rappelle, il y a 30 ans, il y avait en France la loi E20, par exemple, qui a interdit aux vendeurs de cigarettes l'accès à la publicité. Aux États-Unis, il y a eu aussi des procès retentissants qui ont condamné l'industrie du tabac à des dizaines de milliards de dollars d'amende. Et on peut donc, en tout cas, logiquement anticiper que les grandes plateformes numériques, qui sont souvent critiquées pour ne pas payer assez d'impôts, pourraient être dans le collimateur d'un homme politique ou d'un juge qui chercherait à concilier santé publique et nouvelle rentrée fiscale. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. À suivre, et demain, un robot qui serait capable de tout retrouver. Et demain, c'est donc notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous allez nous présenter une solution robotique pour les étourdis. Oui, pour les étourdis, effectivement. C'est le MIT qui a développé un nouveau robot conçu pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets trouvés ou perdus, égarés. Les objets trouvés, c'est l'étape d'après. Il est nommé AirFusion, ce robot, et il est composé pour l'instant d'un bras robotique équipé à la fois d'une caméra et d'une antenne radiofréquence. Il y a le bras robotique qui a déjà été mis au point. Le reste, c'est l'étape d'après, mais je vais quand même vous en parler. Alors, grâce à cette technologie et au logiciel développé spécialement par le MIT, le robot peut localiser, récupérer l'objet, l'identifier et vous le donner à chaque fois que vous l'avez perdu, même s'il est perdu au milieu d'un tas d'affaires. Et donc, quelle techno utilise ce robot pour retrouver les objets ? Alors, c'est assez précis, 96% de taux de réussite. Le prototype, il utilise des étiquettes RFID. On connaît déjà cette utilisation. Elles sont attachées aux objets de notre quotidien. On colle une étiquette sur les clés, sur le porte-monnaie, sur la télécommande de la télé, qui est souvent perdue. Et les étiquettes envoient un signal à l'antenne qui va être capté par l'antenne du bras robotique. Alors, la question se pose, est-ce que ce signal est envoyé en permanence ? Est-ce qu'on peut choisir ? Parce que, voilà, c'est quand même un foyer. Donc, envoyer des ondes de radiofréquence, ça pose une certaine question sanitaire. Le MIT travaille sur le sujet, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, le robot est capable de retrouver l'objet qu'on a perdu, qu'on lui demande de retrouver grâce à la puce RFID. Donc là, il se déplace dans le cadre d'un foyer, d'une maison. Oui. Comment il arrive à se repérer ? Grâce à un système d'apprentissage. On connaît ces technologies-là, un système d'apprentissage automatique, une caméra qui est sur le robot, et donc il va analyser la maison, il apprend à se déplacer. Plus il se déplace, plus il se déplacera mieux la fois d'après. Et puis sur le bras, il y a aussi une deuxième caméra pour reconnaître les objets, tous les objets, pas seulement celui qui est à aller récupérer, ce qui permet donc de vérifier qu'il s'agit du bon objet et d'analyser la forme pour le saisir correctement. Ça, c'est très intéressant, la dextérité de cet appareil, de ce robot. On a déjà vu sur ce plateau, vous le savez, qu'il est difficile de créer un robot agile pour attraper des objets. Donc on comprend déjà que cette technologie apportera beaucoup au monde de la robotique. Ok, alors très bien, intéressant. Moi, ça me fait quand même penser aux petits badges, les AirTags et compagnie qu'on trouve déjà. Ils sont un petit peu moins encombrants, mais enfin, j'imagine que ce n'est pas l'objectif. On est encore au stade de la recherche. Et l'industrie serait intéressée, c'est important de le préciser. Et du potentiel industriel, absolument. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se dit à demain. Demain, c'est le grand rendez-vous dans l'espace et également la grande interview de Smart Tech. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.